Alors s'il y a vraiment quelque chose qui me rend particulièrement triste, c'est de voir des projets ultra prometteurs, des projets de start-up avec un marché, avec quelque chose qui réellement fait sens. Et voir ces projets-là échouer à cause d'une mauvaise relation entre un fondateur et son équipe technique. Alors, comme dans n'importe quelle relation humaine finalement, la clé, c'est de bien communiquer, mais aussi de comprendre finalement quelles sont ces sources de conflit, avoir une certaine empathie et comprendre pourquoi l'autre a agi de telle ou telle manière. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et via podcast. Je m'appelle Amaury Khélifi, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de startups qui à un moment donné ont échoué à cause de conflits. Et je vais essayer de vous en tirer l'essence de ce que j'ai pu constater parmi ces centaines de startups que j'ai accompagnées. Parfois, les conséquences sont dramatiques. J'ai même des projets qui ont perdu jusqu'à un demi-million d'euros, vendant pour certains fondateurs leur maison, investissant tout ce qu'ils avaient dans leur projet et au final, allant à l'échec total. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive à de telles conséquences ? Je pense profondément que ce n'est pas la faute du développeur ou profondément que ce n'est pas la faute du fondateur. C'est un petit peu des deux en fait. Un petit peu des deux, ils sont pas forcément, ils ont pas de mauvais fond. Je pense profondément qu'ils ont un bon fond, mais c'est juste qu'ils ne se comprennent pas et qu'ils vont avoir dans une certaine mesure une manque de compétences. Certains manques de compétences, que ce soit des deux côtés. Alors, si on se concentre d'abord sur le côté du développeur. Le développeur va être, si c'est un bon développeur, va être expert dans un ou deux domaines. Potentiellement, si vous travaillez avec lui, vous lui confiez le développement de votre application, de votre plateforme web, etc., vous pourriez découvrir, peut-être quelques mois ou années plus tard, qui vous a facturé plus cher que ce que vous auriez pu avoir avec une autre équipe, un autre développeur, avec une autre technologie. Alors, est-ce qu'il a cherché à vous arnaquer ? Non. La plupart du temps, il n'a jamais cherché à vous arnaquer. Il a simplement fait avec ce qu'il connaissait comme technologie, comme solution, et il n'était certainement pas au courant que dans un autre langage, dans un autre framework, d'une autre manière, il était possible d'avoir un résultat similaire, sans passer par toutes les phases par lesquelles il a dû passer, c'est-à-dire coder plus que ce qu'il aurait été possible de faire avec une autre technologie. Ça, c'était la première source réellement de conflit, c'est que généralement, ça va prendre plus de temps. Votre développeur va avoir estimé peut-être un certain temps et au fur et à mesure qu'il avancera, vous allez rendre compte que vous avez payé cher et lui va se dire mais non, mais j'ai fourni le travail. Oui, mais peut-être qu'on aurait pu faire mieux. La deuxième réelle cause de source de conflit, c'est qui vient souvent de la part du développeur, c'est son manque de compréhension de l'utilisateur final. Indirectement, le manque de compréhension de votre marché au final. Donc, un développeur, il faut savoir qu'il va être focus, il va être concentré sur ce que vous lui demandez, sur les fonctionnalités, sur on passe par telle étape, l'étape A, l'étape B, l'étape C, etc. Et il va vous développer l'étape A, l'étape B, l'étape C. Il va écouter ce que vous lui avez demandé. Il va pas forcément se mettre dans la peau de l'utilisateur final. Et il va pas non plus se mettre dans votre peau à vous, dans la peau du fondateur, celui qui a besoin de gérer son business au quotidien, gérer ses transactions, etc., etc. Et ça va m'amener finalement aux fonctionnalités cachées. Alors, les fonctionnalités cachées, c'est quoi ? C'est finalement toutes ces fonctionnalités qui sont sous-entendues. Quand vous allez demander à un développeur, j'ai besoin d'un marketplace, le développeur, il va évaluer quels sont les écrans qui sont sur un marketplace. Il va prendre n'importe quel exemple, puis il va éventuellement discuter avec vous de ce qui est particulier pour vous. Quand je dis marketplace, ça peut être un service type Uber ou Airbnb, etc., quelque chose où il y a des vendeurs ou des acheteurs, où il y a des transactions. Et il va faire son devis sur ce qu'il est capable de voir. Sauf que s'il n'a pas déjà réalisé plusieurs projets de ce même type, il y a potentiellement certaines fonctionnalités qu'il n'aura pas anticipées. En réalité, c'est la face immergée de l'iceberg. Parce que quand on regarde un marketplace, on va voir les pages de paiement, comment on fait la transaction, comment on achète, etc. Mais on ne va pas voir finalement
comment gérer ces transactions de paiement. Si jamais il y a besoin à un moment donné de gérer un conflit entre un acheteur et un vendeur, s'il y a besoin de générer un remboursement de transaction, si on a une demande, etc., etc. Si demain vous avez des milliers d'utilisateurs, vous allez avoir besoin de certaines interfaces pour gérer toutes ces transactions, tout ce back-office. Donc ça, c'est quelque chose qui est potentiellement sous-entendu, ou que vous n'avez pas vous anticipé en tant que fondateur, et que si votre développeur n'a pas l'expérience, il aura potentiellement du mal à anticiper. Donc d'une certaine manière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand lui va avoir anticipé d'avoir passé encore une fois 1 mois, 2 mois sur votre projet, et il va y passer peut-être 3, 4, 5, 6 mois, il va certainement faire des efforts, il va certainement dire c'est pas grave, je me suis planté dans mon estimation, je fais le travail, jusqu'à un certain point. Quand je vois des projets où il y a eu un contrat initial de 5 000 euros, 10 000 euros, et que ça fait 1 an que le développeur bosse à mi-temps sur le projet, évidemment, le développeur, au bout d'un moment, il va craquer et il va dire « j'arrête ». Parce qu'il aura sous-estimé, c'est sa faute, certes, mais il ne peut pas non plus passer des années et des années à développer un projet qu'il avait complètement sous-estimé. Et là, pour le coup, c'est là où il y a le vrai conflit qui peuvent s'installer. Donc, dans ce type de situation, et pour éviter justement ce type de situation, il y a quelques règles à appliquer si vous êtes fondateur, potentiellement, surtout si vous n'avez pas de compétences techniques, et si vous voulez faire les choses correctement avec votre développeur. D'abord, pour choisir la bonne personne, il va falloir choisir la bonne technologie. Donc, basez-vous sur des technologies existantes, connues et reconnues. Généralement, 80 à 90% de ce que vous recherchez existe. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il vaut mieux se concentrer sur des solutions existantes et potentiellement même aussi des solutions qui pourront être connues de plusieurs types de développeurs. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe avec le développeur A, on peut passer à un développeur B avec une agence C, etc. Deuxième chose, ne vous faites pas bloquer avec des développements propriétaires. Certaines agences ou développeurs vont vous dire « Ah oui, mais moi, j'ai justement développé une technologie qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite, etc. » C'est une très bonne idée si et seulement si cette agence ou ce développeur vous livre cette technologie dès le début, vous livre les codes sources de cette technologie et vous autorise à potentiellement partir en milieu de projet avec cette technologie. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ils ne vous l'autorisent pas. Ce qui est logique parce qu'ils peuvent avoir travaillé 6 mois, 1 an, des années sur un concept, sur un projet, sur un framework et ils ne vont pas potentiellement vous laisser partir avec facilement. Donc, peu importe finalement quel est le projet, la nature de vos projets, il faut savoir que les codes sources, c'est ce qu'il y a de plus important et il faut que vous ayez accès dès le début. Ne vous laissez pas bloquer par un prestataire qui va vous dire « Non, je vous livrerai les codes sources une fois que vous aurez payé la totalité du projet ». Ça ne marche pas comme ça, ça ne doit pas marcher comme ça. Il faut absolument que vous ayez accès aux codes sources dès le début et au fur et à mesure que le projet avance et vous payez au fur et à mesure des livrables et que votre développeur atteint ses objectifs. Alors, comment arriver à convaincre un développeur justement de travailler de cette manière-là? Il faut lui demander déjà, bien spécifier écran par écran. Évitez cette problématique de l'iceberg où on a des fonctionnalités sous-entendues et on va lui spécifier clairement qu'est-ce que l'on veut, que ce soit côté utilisateur mais aussi côté administrateur. C'est pas nécessaire de spécifier tous les écrans mais à minima toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et comme ça réfléchir avec lui quelles sont les meilleures solutions. Typiquement pour la gestion des conflits, la gestion des demandes clients, etc. Il y a beaucoup d'outils, des outils de service desk, comme on les appelle, qui vont vous permettre de gérer ces demandes, faire évoluer les demandes et ensuite les classer. Et même faire de la statistique. Combien de temps on a mis pour traiter telle et telle demande, etc. C'est vraiment un vrai domaine et ça sert à rien de développer tout ça manuellement et de réinventer la roue une fois de plus. Ça, c'était le premier point. L'autre point, c'est de bien définir des petits milestones. Si vous avez du mal à convaincre votre développeur de vous livrer les codes sources au fur et à mesure du projet, alors dans ce cas-là, vous lui dites, comme si on construisait une maison, je vous paye une fois que vous avez fini les fondations, ensuite je vous paye une fois que vous avez fini de construire les murs, que vous avez mis la maison hors d'eau, hors d'air, vous avez mis les fenêtres, vous avez mis le toit, etc., etc. Au fur et à mesure, vous le paierez et vous aurez toujours accès au code source de ce pourquoi vous avez payé. Ce qui fait que si même en cours de projet, vous avez une source de conflit, un doute ou quoi que ce soit, il sera toujours temps de demander à
l'avis à quelqu'un, potentiellement même à nous. On regarde le code de beaucoup de projets, on donne un avis sur oui ou non le projet avance dans la bonne direction. Potentiellement demander l'avis à un autre développeur de cette même technologie pour savoir si c'est fait correctement et si vous pouvez continuer à avancer dans cette direction. Donc, en conclusion, s'il y a des conflits entre fondateurs et développeurs, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, c'est souvent un manque de compréhension et un manque de compétences pour bien s'aligner sur ce qui doit être réalisé. Et pour ça, vous avez besoin, vous en tant que fondateur, de développer vos compétences en tant que product manager, en tant que directeur produit, et le développeur a vraiment besoin de comprendre votre marché. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y arriver. Pour une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous aligner. Ça demande juste un petit peu d'effort pour bien spécifier clairement ce dont vous avez besoin, bien comprendre vos utilisateurs et communiquer ça à votre développeur pour que lui puisse choisir correctement comment développer votre application et vous, en amont, choisir quelle est finalement la bonne technologie et donc indirectement quel est le bon développeur pour développer votre produit. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et non, si vous avez des questions ou un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.